Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans votre émission littéraire Mots d'ici et d'ailleurs. Mots d'ici et d'ailleurs, une émission bimensuelle littéraire préparée et proposée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en collaboration avec la RTD. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette magnifique bibliothèque nationale un écrivain d'ailleurs, un écrivain prolifique, un grand nom de la littérature gabonaise d'expression française. J'ai nommé Éric Joël Kabele. Bonjour, monsieur Éric. Comment ça va? Très bien. Bienvenue dans l'émission. Merci. Merci, Éric, d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans l'émission. Merci. Éric, vous êtes né en 1968 à Libreville. Vous êtes l'aîné d'une famille modeste de plus de 30 enfants. Une bonne quarantaine. Après avoir décroché votre baccalauréat en 1989, vous poursuivez des études de droit à l'université de Libreville. 2 ans plus tard, vous quittez le Gabon pour poursuivre vos études à Paris. En 1993, vous obtenez un diplôme de formation supérieure en sciences politiques à l'HEP de Paris. Exact. En 1994, après avoir décroché un 2A d'anthropologie et sociologie du politique à Paris 8, vous vous engagez dans une thèse de doctorat que vous préférerez suspendre afin de passer le concours d'entrée à l'ENA de Libreville en 1996. Vous sortirez de cette école en 1998 avec le grade de conseiller des affaires étrangères, ce qui vous permettra de commencer une carrière de diplomate. Actuellement, vous êtes ambassadeur itinérant chargé de la cellule d'analyse et de prévention et des questions culturelles au ministère gabonais des Affaires étrangères. Dans le domaine de l'écriture, vous êtes très prolifique. Vous êtes auteur de plus d'une vingtaine de publications et vous êtes le président d'honneur de l'Union des écrivains gabonais depuis 2018. Vous êtes lauréat du prix Samben Ousmane du roman en 2018. Nous allons décortiquer votre dernière œuvre, Libreville, mon amour. Le roman intitulé Libreville et mon amour est votre dernière publication parue aux éditions Matrice en Côte d'Ivoire. Exact. À travers votre plume, au-delà des histoires de 2 principaux protagonistes du roman que sont Divengui, le roi de Libreville, et son ami Jean-Vincent, vous peignez les tares et les plaies de la capitale gabonaise, Libreville. Vous mettez en lumière les difficultés rencontrées et vécues par ses habitants. À cet effet, avec un style simple, vous exposez dans un réalisme cru la misère et les préoccupations des Librévillois, que sont entre autres la faim, les inondations, le chômage, les routes cabossées, les poubelles géantes, l'insalubrité, le commérage dans les bars et dans les salons de coiffure, les affaires de couple, les phénomènes des enfants de la rue, et j'en passe. En somme, Libreville et mon amour est un roman captivant, agréable à lire et dans lequel le lecteur, surtout gabonais, reconnaîtra une scène de son quotidien. D'abord, avant de passer à l'analyse de l'œuvre, je voudrais vous poser 2 questions d'ordre général. Hier matin, lors de la séance d'ouverture de la conférence internationale de l'Association panafricaine des écrivains à l'occasion de la Journée internationale des écrivains africains 2022, la République de Djibouti a été déclarée capitale de la littérature africaine pour l'année 2022-2023. Quelle est la signification de cette déclaration? Mais elle est simple et je pense que c'est la toute première fois que je viens en terre djiboutienne et voilà que j'ai l'occasion de passer à l'émission littéraire. Et il conviendrait que tout d'abord, je vous remercie et à travers vous les hautes autorités de ce pays qui ont rendu
cette présence possible. Donc je fais allusion ici au président de la République qui a bien voulu nous accueillir en tenant ces assises de célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain. Et c'est justement parce qu'il a accepté d'accueillir cet événement et parce qu'en lui, nous avons vu une certaine volonté de soutenir la culture de manière générale et ici les écrivains africains que nous avons décidé au niveau de l'association de décréter Djibouti comme étant la capitale africaine de la littérature pour l'année 2022-2023. Il faut dire que nous avons rarement vu en Afrique, depuis l'époque de Senghor, un chef d'État s'engager pour faire la promotion de la littérature et pour soutenir les écrivains. Voilà, la raison est toute simple. Et nous espérons qu'en donnant cette qualité donc, à Djibouti, nous reviendrons régulièrement ici pour rencontrer nos confrères djiboutiens et ensemble élever la littérature. Très bien, c'est un grand honneur pour la République de Djibouti. Et pour tous les écrivains africains. Et pour tous les écrivains africains. Bien. Monsieur Eric, vous conviendrez avec moi que la littérature est un produit de l'imagination. Absolument. Qui porte une réflexion sur la vie et d'une manière générale sur la société. Vous, en tant qu'écrivain, quel est le rôle que l'écrivain peut jouer dans le développement et la formation d'une société? Ben, il faut déjà dire, c'est vrai que nous nous défendons en disant que les œuvres littéraires sont des fictions, c'est-à-dire des histoires créées tout simplement sur la base de notre imagination, des constructions fictives. Mais en vérité, nous ne construisons pas nos histoires sur rien. Nous nous appuyons sur du réel, sur du concret. Et là, nous en viendrons après à parler de Libreville. L'écrivain, comme vous le savez, est un acteur. C'est quelqu'un qui vit dans la société, qui est le témoin de son temps, de son espace. Et c'est cela qu'il traduit dans ses écrits pour que justement l'on se souvienne, pour que l'on n'oublie pas. Mais aussi, à travers ses écrits, il y a des messages qui sont de l'ordre philosophique, éthique, moral, parce qu'il consigne, disons, l'histoire, la géographie. Son œuvre devient pédagogique. Vous savez, dans 100 ans, dans 2 siècles, c'est vrai qu'on parle beaucoup du numérique aujourd'hui, mais ces écrits seront toujours là, comme aujourd'hui, nous lisons des œuvres vieilles d'un siècle ou de plus. Vous voyez? Donc, dans les écrits, nous avons des témoignages d'une époque, d'une manière de vivre, d'une manière de penser, d'une manière de faire. Toutes choses bénéfiques pour les jeunes qui, à travers les livres, apprennent quelque chose. Rappelez-vous d'ailleurs que l'enseignement, l'éducation se fait à travers des livres. Il n'y a point de scolarité sans livre, même s'ils sont d'ordre scientifique. Vous comprenez? Ces auteurs d'œuvres scientifiques, peut-être qu'on ne peut pas les appeler des écrivains, on les appelle tout simplement des auteurs, sont des auteurs de livres. Mais à leur manière aussi, ils instruisent et éduquent les populations et particulièrement les jeunes. Combien de fois d'autres autres qui sont écrivains, c'est-à-dire les auteurs d'œuvres de fiction. Mais également, ils ont un rôle de veille de la conscience. Exactement, un rôle de veille de la conscience. Mais sachez quand même qu'on prête souvent un peu à l'écrivain des qualités et surtout des missions qui ne sont pas forcément les siennes. Vous savez, des livres, on en a dans tous les genres, même dans des thématiques qui peuvent être négatives. À ce moment-là, il ne s'agit plus de veille de conscience. Vous savez, le nazisme a commencé par un livre et tous on sait ce qui s'est passé. Toutes les théories tribales, ethniques qui souvent divisent l'Afrique partent souvent des écrits. Donc tous les livres ne sont pas nécessairement bons, tous les livres ne sont pas nécessairement dans ce rôle d'éveil. Mais de manière générale, oui, il s'agit bien de ça. Nous sommes là pour tenir les consciences éveillées, pour que l'on ne se déroute pas du bon chemin. Et concernant l'Afrique, je crois que nous avons de nombreux défis à relever. Et là, l'écrivain est parfaitement dans son rôle. Très bien, merci. Venons-en maintenant à l'analyse de votre dernière publication, Libreville, Mon amour.
Alors, monsieur Eric, dès les premières pages du livre, dès l'incipit, vous embarquez le lecteur dans une intrigue à la fois empreinte de réalisme. Divengui, le personnage principal de votre intrigue, évolue dans le Libreville d'en bas. Tout à fait. Avec ses misères, misères matérielles, misères morales, les espoirs éventrés de ses habitants, ces quartiers, on dirait que même le soleil s'y met pour agresser ceux qui n'ont d'autre choix que de flâner. Absolument. Réalisme, oui, mais le rêve insensé occupe aussi une place importante dans cette première partie du roman. Divengui, on en a assez de cette vie. Absolument. Et rêve d'une vie meilleure. Et Jean-Vincent revient du monde qui fait rêver son ami Divengui. Tout à fait, la France, Paris. Et dans quel état? Ah oui, il a sombré dans la folie. Eh oui, c'est pour ça que les échanges entre les deux hommes s'apparentent à un dialogue de sourds. Exactement. Mais écoutez, Libreville ressemble à toutes les autres capitales africaines et je dirais même du monde. C'est-à-dire, nous avons un aspect moderne, développé, chic, mais un autre malheureusement qui est de l'ordre du bidonville. J'ai choisi expressément de parler de ce côté sombre, c'est-à-dire le bidonville, parce que je le trouvais plus intéressant, plus exaltant. Vous savez, dans les beaux quartiers, rien ne se passe. Hein. Ce sont des grandes barrières, des magnifiques jardins. Il n'y a rien à dire. Mais dans ces quartiers-là, les nôtres, il y a du monde, il y a beaucoup de bruit. Dans les quartiers populaires. Et voilà, on parle beaucoup, on fait beaucoup de choses. Et voilà, j'ai souhaité mettre en scène quelqu'un qui est au chômage, qui a toutes les difficultés avec son épouse, qui, elle, est une femme, disons, battante, qui fait des ménages pour nourrir sa famille. Le Divengui passe son temps à boire des alcools avec ses autres amis au chômage comme lui. Et son meilleur ami est un fou. Alors, ce fou-là, c'est un prêtre qui allait poursuivre des études en France et qui, malheureusement, lors d'un hiver extrêmement rude, a attrapé froid et un glaçon s'est installé dans son cerveau. Ce glaçon n'est plus jamais sorti de son crâne. Voilà comment il a sombré dans la folie et qu'il a été finalement expulsé vers son pays d'origine, donc le Gabon, Libreville. Voici, il vit dans la rue, comment est-ce qu'on dit ça? Il catéchise les trottoirs et comme il a été en France, Divengui rêve d'aller en France parce que la France est présentée comme l'Eldorado, comme le magnifique pays, donc il rêve. Et c'est avec ce fou-là qu'il a souvent des discussions pour que ce dernier lui raconte les histoires de France. Voilà, c'est cette histoire donc du bidonville que j'ai souhaité raconter avec ces chemins défoncés, ces routes qui ne sont pas goudronnées, ces maisons en planches et en tôle qui, à la première inondation, s'effondrent. Mais à côté de ça, il y a aussi le bon aspect de Libreville. Très bien. Arrêtons-nous maintenant un instant sur le personnage Jean-Vincent, le fou. Il n'est pas si fou que ça. Hein? Ben, il est extrêmement intelligent. Il paraît que la vérité sort de la bouche des fous. Ben, voilà. Enfin. Malgré ses vociférations, ses apostrophes, ses agressions verbales, ses gestes déplacés et indécents parfois, tout à fait, il débite à longueur de journée des vérités toutes crues. Quel rôle avez-vous voulu assigner dans cette fiction? Mais c'est le rôle du fou. Justement. C'est le fou, mais le fou, c'est cette personne, je peux dire, parce que classé comme débile mental, donc comme fou, est autorisé pratiquement à tout dire sans qu'il craigne une quelconque menace, une arrestation. Vous voyez, le fou peut tenir des propos désobligeants envers un chef d'État, envers une autorité que personne ne s'en plaindrait. Mais qu'une personne qualifiée de normale le fasse, tout de suite elle est arrêtée. Alors donc peut-être que la figure du fou ici est un prétexte, un moyen pour dire certaines choses qu'on fait passer par le fou. Et d'ailleurs, vous le faites très généreusement. Oui, j'en abuse un peu. Bien. Alors, dans votre roman, la description occupe une place importante. Comme pour ancrer l'histoire dans son contexte. Absolument. La description des Paris est très minutieuse.
Vous évoquez même de parler des Parisiens et cette liberté assumée pour écorcher la langue française. Cela rappelle le côté et arbitraire et conventionnel du signe linguistique. Absolument. Sa mésaventure à Paris a donné une toute autre trajectoire à la vie de Jean-Vincent le Fou. Vous incriminez son ignorance, la malchance? Peut-être, je ne sais pas. Vous savez, lorsqu'on écrit un roman, lorsqu'on écrit une histoire, à un moment donné, l'histoire échappe à son auteur. Les personnages deviennent tellement vivants qu'ils deviennent justement autonomes et imposent à l'auteur ce qu'il souhaite être dans l'histoire. Vous voyez, lorsque j'ai commencé l'écriture de ce roman, je n'envisageais véritablement pas que ce serait cela, ce que c'est devenu. Alors, Jean Vincent, oui, il est parti pour, disons, devenir docteur en théologie. Il est logé dans une congrégation religieuse pour faire ses études et voilà qu'un jour, en plein hiver, il souhaite visiter Paris. Et, vous l'avez certainement remarqué, en fait, c'est aussi un prétexte parce que j'aime bien décrire les villes que je visite. En tant que diplomate, je visite de nombreuses capitales et j'aime bien que cela soit reflété dans mes écrits, que le lecteur, lorsqu'il me lit, en même temps puisse aussi visiter ces villes. Vous voyez, j'insiste beaucoup sur les noms de rues, sur les places, etc., pour que cela soit visualisé. C'est presque de l'écriture cinématographique. Hein? Donc c'est au fur et à mesure Voilà. que l'écriture avance que voilà, votre récit prend une direction que vous n'avez pas c'est comme le chemin, c'est comme le baladeur. Imaginé. Vous décidez là, bon, je vais me balader. Vous pensez certainement à une destination, mais tout au long, ah tiens, je vais un peu aller par là. Après, vous changez encore de chemin, ainsi de suite. Mais voilà, c'est un peu ça l'histoire de ce roman et des autres d'ailleurs, de l'écriture. Ok. Durant son séjour, et voilà. pas votre séjour, hein. Durant son séjour, le Fou est victime de racisme Oui. à plusieurs reprises. Ce racisme quotidien, banalisé, a le vent en poupe un peu partout dans le monde d'aujourd'hui, hélas. Racontez-nous un peu ce jour où un mendiant le qualifie de bien cuit et d'à peine sorti du micro-ondes. Racontez-nous. Ouais, ça, c'est une anecdote, une histoire, une blague peut-être racontée par un ami un jour, en France en plus, que j'ai voulu ici consigner dans le livre. Vous savez, le poulet, il est blanc. Oui. Lorsqu'on le met dans le micro-ondes pour en faire un rôti, il ressort dans... Noir. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est un mendiant, un SDF, comme on les appelle, sans domicile fixe, donc qui fait la manche sur une rue et qui est raciste. C'est quand même terrible. Hein? Terrible. Et il est pauvre dans son pays, il demande une pièce au noir et traite ce noir-là de poulet bien cuit. Voilà, c'est le comble du racisme. Donc ces choses-là, au demeurant, la France est un magnifique pays, Paris une magnifique ville, mais on trouve des choses comme ça, racisme, qu'on ne peut pas s'expliquer venant de la société française, qui a une histoire, je dirais même de dépendance étroite avec les États africains, de l'esclavage à la colonisation, et encore aujourd'hui, nous savons ce que la France doit à l'Afrique. La France devrait accueillir les Africains réellement avec les bras ouverts et avec amour, parce qu'elle nous doit un tout petit peu, tout de même. Alors ce racisme qui se manifeste même à l'Assemblée nationale, hein, je pense que malheureusement, sur l'actualité, dernièrement, ne se justifie vraiment pas contre les Africains. donc pour vous, ça a été un prétexte pour pointer du doigt et mais dénoncer. Voilà. Et là, Voilà. là c'est un mendiant, une figure qui se rapproche du fou. Un très bon prétexte. Tout à fait. Alors, l'intrigue de votre roman, elle se veut simple et semble raconter les difficultés matérielles d'un Divengui empêtré dans une existence non enviable. Ouais. Cependant, la satire est omniprésente dans ce roman. Que dénoncez-vous à travers les péripéties de vos différents personnages? Non, mais cela a déjà été dit, et par vous, justement. Qu'est-ce qu'on dénonce?
c'est pas de la dénonciation, c'est tout simplement, comment je peux dire, c'est comme lorsqu'on fait un constat. Le constat n'est pas une dénonciation. Le constat, c'est dire, voici comment sont les choses, et il serait peut-être bien que ces choses-là s'améliorent. Alors, Libreville, c'est une ville, c'est la capitale du Gabon, donc il est d'abord question d'urbanisation. D'urbanisation, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des véritables politiques d'agencement de la ville. C'est-à-dire que les quartiers soient classés, que les routes soient faites correctement, que les infrastructures nécessaires et obligatoires à la qualification de ville existent. C'est de ça dont il est question. Il ne s'agit pas de dénonciations, mais en fait plutôt même d'une plainte, si l'on veut. Ensuite, nous avons cette question du chômage. Ils sont nombreux les chômeurs dans ce livre. Ouais. Et souvent des personnes diplômées qui ont des formations qui malheureusement ne trouvent pas du travail. Or, nous savons qu'il faut un salaire pour pouvoir vivre, pour payer sa maison, sa nourriture, élever des enfants, etc. Lorsqu'on n'en a pas, c'est la catastrophe. Et très souvent, lorsqu'on en a un tout petit peu, parce que les gens réussissent toujours à se débrouiller pour en avoir un peu, ben, c'est l'alcoolisme. Hein, au lieu de le mettre de côté, non, on va plutôt boire comme pour oublier sa souffrance quotidienne. Voilà autre chose que je constate. Eh bien, évidemment, les fous. Malheureusement, dans de nombreuses capitales africaines et à Libreville aussi, nous avons ces personnes qu'on croise dans la rue, je dirais, dont on ne se préoccupe même plus parce qu'on s'est habitué à les voir. Vous savez, certains fous le deviennent suite à une petite dépression nerveuse. Nous avons tous des problèmes dans la vie, il y en a qui sont forts, il y en a qui le sont moins et qui ne les supportent pas. Donc une dépression nerveuse, si on ne donne pas, si on ne prend pas tout de suite en charge la personne en la soignant, mais elle sombre définitivement dans la folie alors que ce sont des personnes qu'on aurait pu soigner et qui seraient peut-être revenues à la normale. Donc si j'essaie de reformuler d'une autre manière, à travers votre fiction et votre plume, vous essayez de tirer la sonnette d'alarme. Absolument. Pour pouvoir quand même dire les dysfonctionnements de la société. Absolument. À l'endroit de ceux qui devraient agir et apporter les solutions idoines. C'est exactement ça. Très bien. Alors, votre récit est parsemé de passages où vous transcrivez les pensées des personnages également. Oui, exact. Et ce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas dire à haute voix. Quel est le rôle et la place de ces procédés dans votre construction et de votre pérégrination intellectuelle? Je crois que ce livre est le troisième dans lequel j'utilise ce procédé-là. Parce que vous voyez, là, nous sommes à l'émission, nous parlons, mais vous ne savez pas ce que je pense, et moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Tout à fait. Alors, je me suis dit qu'il serait bien peut-être que le lecteur sache ce que pensent les personnages, c'est-à-dire ce que les personnages ne disent pas. Parce que comme ça, ils mettent en balance ce qu'ils disent et font et ce qu'ils pensent réellement pour finalement mieux comprendre les motivations et les actions des personnages. Vous voyez? Donc, vous introduisez les lecteurs dans les pensées non dites des personnages. Exactement. Excellent procédé. Je parlais tantôt de réalité et de réalisme dans cette fiction. Et pourtant, un serpent qui garantit la fortune et la réussite et, à la fin, met fin à la vie de sa maîtresse. Ne croyez-vous pas que cet épisode fait mal à votre réalisme et votre volonté d'éduquer vos lecteurs, d'aiguiser leur esprit critique? Non, bien au contraire, parce que c'est là une réalité de chez nous, je pense africaine. Hein. Tout ce qui tourne autour de la sorcellerie, tout ce qui tourne autour du fétichisme, surtout comment dire ça, ce comportement affiché de certaines personnes de vouloir très vite et facilement accéder à la richesse. À partir de là, les gens entrent dans certaines pratiques. Et donc c'est cela que j'ai essayé de décrire à travers le serpent. Voilà, le serpent de la fortune. Mais toute richesse facile a un prix. Et le prix ici sera la vie de la dame qui pendant longtemps a bénéficié de ces serpents-là. Parce que
Le serpent lui demandera un sacrifice qu'elle ne pourra pas faire, c'est-à-dire une vie humaine, donner un de ses parents proches. Et le serpent dira, puisque tu n'as rien à m'offrir, je vais te manger toi-même. Voilà. Mais c'est du réalisme, parce que c'est vrai. Beaucoup de gens sont dans ces croyances, totalement inutiles d'ailleurs. Je suis pratiquant, je suis initié à nos rites traditionnels, mais à côté, il y a plein de choses comme ça qui ne servent à rien. Donc, vous envoyez à vos lecteurs un message. Absolument. Attention, voilà. Il faut éviter ce genre de piège. La vie peut être plus simplement vécue et même mieux vécue. Alors, la religion est un des thèmes les plus importants du roman, n'est-ce pas, Eric? Vous critiquez à la fois les faibles d'esprit qui croient à un intermédiaire et qui le sauverait de la misère et du gourou de Dieu. Mais vous descendez également les hommes d'église dans votre fiction. Vous n'y allez pas de main morte. À travers le personnage Menden, alias Jésus, voilà. Les hommes en tunique sont l'incarnation du mal. Il est question d'hypocrisie et de trahison. Le tableau que vous brossez est plus que noir. Le procès du petit Ndong est édifiant. C'est une description à charge? Mais un autre constat. Nous ne sommes pas au tribunal. Non, un autre constat, vous savez, je ne sais pas si c'est le cas pour Djibouti, mais nous avons ce phénomène que nous appelons les églises d'éveil ou éveillés. Ces fameux pasteurs, nous ne savons jamais où ils ont été formés, mais qui tiennent des églises un peu partout et qui vocifèrent à longueur de journée. Qui d'ailleurs s'enrichissent très vite. Je pense que les réseaux sociaux les dénoncent tous les jours. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible parce que tout s'y passe. Tout s'y passe. Moi, je suis à l'origine catholique, église classique chrétienne. Je prie Dieu sans difficulté. Mais aller comme ça dans cette forme de passion aveugle, je dis non. Parce que nous sommes d'abord africains, ne l'oublions pas. Et l'Afrique a une histoire extrêmement ancienne, bien avant l'esclavage, bien avant la colonisation. Or, c'est la colonisation qui nous a apporté certaines de ces religions. Donc, il est important que nous nous rappelions d'où nous venons. Il est important que nous nous rappelions nos propres rites, nos propres traditions, qui portent des valeurs et qui, effectivement, mettent Dieu au centre de la pratique. Parce que ce n'est pas la colonisation, je suis désolé, c'est ni l'islam, ni le christianisme qui nous ont révélé Dieu. Nous connaissons Dieu bien avant que ces religions nous arrivent. Maintenant qu'ils sont là, tant mieux, puisqu'elles portent des valeurs positives. Mais à côté, nous avons ce que je peux appeler des charlatans, qui vivent sur la misère des gens, c'est-à-dire ces personnes qui veulent croire, ces personnes qui veulent espérer un monde meilleur. Vous comprenez? Ce sont des personnes fragiles psychologiquement, intellectuellement, moralement. Et là, il y a tout ce mouvement qui est entré là-dedans pour faire son business en définitive. Et ce sont des lieux de tous les maux, malheureusement. Très bien. Et Eric, voyons maintenant un autre aspect de votre roman. Et revenons à cette volonté de partir loin pour échapper à un destin tout tracé, comme beaucoup de personnages le pensent dans le roman. Quand Brigitte raconte sa mésaventure à sa copine Juliette, c'est ça? Cette dernière l'écoute religieusement, mais elle ne se laisse pas convaincre. Tout à fait. La vie à Libreville est-elle aussi difficile à un point d'en arriver à cette surdité presque pathologique? Mais je l'ai dit tantôt, j'ai choisi cet aspect de Libreville. J'ai choisi cet aspect de la société, mais qui n'est pas propre à Libreville, qu'on trouve dans toutes les capitales africaines. C'est ce rêve, cet espoir de partir pour s'enrichir, pour avoir une meilleure vie. Vous savez, il y a ces phénomènes d'Internet et des cybercafés. De nombreuses jeunes filles s'y retrouvent en fait pour se mettre en contact avec des potentiels époux en Europe. Et se sont fait piéger. Ben voilà, malheureusement. Beaucoup, je suppose qu'il y a quelques réussites, mais beaucoup, une fois elles y vont en Europe, grâce
à l'envoi d'argent et tout ce qu'il faut au visa pour que la personne puisse voyager, ben, on les prostitue. On les prostitue ou bien elles deviennent en quelque sorte des esclaves modernes de ces gens-là qui se font de l'argent sur nos sœurs. Malheureusement, c'est cela que je souhaitais dénoncer parce que le phénomène est vraiment très très important actuellement. Et malgré tout ce qui est révélé par la presse, etc., de nombreuses jeunes filles veulent toujours partir en Europe pour trouver époux et avoir une meilleure vie. Voilà, en lisant ces passages, je me suis dit, Eric, peut-être il est en train d'envoyer des messages à tous ces jeunes-là qui surfent sur Internet à longueur de journée et qui, à la fin, tombent dans la gueule du loup. Dans le piège. Dans le piège. Le roman est aussi un prétexte pour évoquer la littérature gabonaise. Et son développement. Tout à fait. Son nom, votre nom, apparaît également dans le... Ah oui, je vois. Apparaît. Lorsque vous parlez de la situation de la littérature gabonaise et de la santé de la littérature gabonaise, que pouvez-vous nous dire sur cette littérature, à ce que j'ai compris, d'après le livre? Tout à fait, oui. Non, mais disons que effectivement, je trouve prétexte à tout dans mes livres. C'est un clin d'œil que je fais à mes confrères gabonais. La librairie de Magali, Maison gabonaise du livre, a réellement existé dans ce lieu-là, malheureusement fermé. Et Chantal, qui fait la présentation, est écrivaine et éditrice. Bon, le personnage qui c'est forcément un personnage de fiction, mais qui visite la librairie, est donc conseillé par Chantal dans le choix des livres. Alors, je pense qu'il est question d'Éric Joël Bécalé et d'un roman que je pense que j'ai publié. Il est question aussi de Bessora, je crois, qui est écrivaine gabonaise qui vit en France. Oui, c'est ça. Et d'autres écrivains. Vraiment, ce sont des clins d'œil tout à fait fraternels. Le titre de vos œuvres se retrouve également dans le roman. C'est ça. Mais la littérature gabonaise, disons-le, se porte très bien. Vous savez, le Gabon, c'est un petit pays. Nous sommes autour d'1,5 million, 2 millions d'habitants. Nous comptons un peu plus de 200 écrivains reconnus et un peu plus de 2000 ouvrages. Le premier écrivain en tant que tel s'est manifesté dans les années 70. Vous voyez, des années 70 aujourd'hui, ça ne fait pas très très longtemps. Elle est très dynamique, même si pas très très connue au-delà de nos frontières. Voilà, c'est ce que je peux en dire de la littérature gabonaise actuellement. Et je fais partie de ceux-là qui essayent de la faire rayonner aussi bien au niveau national qu'international. Je souhaite bon vent à la littérature gabonaise pour qu'elle puisse... Les voiles sont levés, allez hop, on avance. On avance. L'avocat maintenant, Rita Ngozo, fait figure de personnage qui a toutes les qualités dans votre roman. La droiture, le courage, l'expression, le professionnalisme et l'altruisme. À votre avis, par quoi a-t-elle été sauvée? Non, disons, je me suis inspiré pour ces personnages d'une dame, d'une grande dame, d'une avocate qui existe réellement au Gabon, que nous appelons la mère Teresa du tribunal, du prétoire, qui très souvent défend les opprimés, qui n'ont pas d'argent pour se payer des avocats, donc elle se constitue toujours auprès de ces derniers pour les sortir des mauvaises situations. Donc voilà, c'est aussi un hommage rendu à cette dame-là, une dame que nous pensons être assez droite, assez objective dans son métier et qui finalement rend de grands services à la société. Très bien Eric, nous nous acheminons vers la fin de l'émission. Avant de clôturer l'émission, avez-vous un message à faire passer? Bon, mais le message il est très simple, c'est d'abord de saluer les téléspectateurs de Djibouti qui nous regardent. Et comme je suppose que la chaîne est sur le câble, donc tous les téléspectateurs africains, notamment gabonais, ceux-là qui vont me regarder, j'espère revenir ici. Et j'incite tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, de lire, de nous lire, de lire les écrivains djiboutiens, de lire les écrivains gabonais, africains, et même tous les autres, parce que la littérature est nécessairement universelle et humaniste. Elle nous ouvre les portes, des fenêtres, des horizons. On peut voyager par l'imagination sans nécessairement quitter son salon, même si effectivement il est bien de matérialiser aussi ce voyage-là.
Merci. C'est sur ce beau message que nous clôturons notre émission Mots d'ici et d'ailleurs. Un grand merci à mon invité Eric C'est moi qui te Joël remercie. Bécalé, écrivain gabonais. Un grand merci à vous, téléspectateurs. D'ici la prochaine émission, bonne lecture.